Bonjour à toutes et à tous, c'est Chachou, vous êtes à la coloc pour notre deuxième émission. Cette fois-ci, c'est Loki et Jack qui sont avec moi. Je suis contente de vous retrouver et les garçons avaient hâte de vous présenter quelque chose. On va vite écouter Loki qui vient tout juste d'arriver. Salut les filles frelins, moi c'est Loki, et même si ça traîne depuis un mois, j'aimerais bien vous parler de Seul sur Mars. J'aurais bien pu prendre du temps pour vous vanter les mérites d'un Crimson Peak ou du dérangeant The Lobster, mais non, Seul sur Mars. Pourquoi? Eh bien, parce qu'étrangement, normalement, je ne crois plus en Ridley Scott. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alien, le second long métrage de Ridley Scott, c'est mon film préféré de tout l'univers. Ce réalisateur a enchaîné les succès depuis, mais voilà. Je sais pas, je dirais que depuis Robin des Bois, j'ai la sensation que Papy est bien parti en cacahuète. Bon, vous me direz, je ne suis pas fan de Gladiator, ni fan de sa vision d'Hannibal. Depuis les années 2000, Scott oscille entre l'épique grandiloquent, les délires spirituels ou l'histoire américaine, que ce soit en conflit extérieur ou intérieur. Et il y a bien évidemment le retour à la science-fiction avec... Prometheus. Ça va, on sait que tu es ce film, passe à autre chose. Ok. Bon, chez Scott, faut dire que ça fleure pas spécialement la wage. Des personnages torturés, des situations dramatiques fortes, des intrigues complexes, du bullshit... Aïe. Et vu que les derniers films du bonhomme ne m'ont pas spécialement emballé, je ne voyais pas pourquoi est-ce que j'allais m'affoler pour The Martian. Pour Seul sur Mars. D'autant plus qu'en voyant quelques images du film, je m'étais dit que niveau réalisation, ça sentait un peu la ressucée. Bon, j'ai un exemple à donner, donc si on pouvait ne pas me taper, ce serait pas mal. C'est essentiel, je dois en parler. Merci. Sans déconner, cette scène de tempête, ça a exactement la même gueule que dans Prometheus. Ridley Scott lui-même le dit qu'aujourd'hui, il sait très bien réaliser les tempêtes de poussière. Allez, j'arrête de râler, parce que là, j'ai vraiment été surpris. Parce que là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de diatribe pseudo-mystique, juste de la bonne science-fiction, du survival, et le tout dans un feel-good movie plein d'humour. Pour l'histoire, on va suivre les tribulations de l'astronaute Mark Watney, campé par Matt Damon, laissé pour mort sur Mars et abandonné par son équipe au cours d'une violente tempête. Bien sûr, personne n'est au courant qu'il a survécu, et il va donc se démerder pour s'en sortir, contacter la Terre et attendre les secours. Quand je suis entré dans la salle de cinéma, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai laissé l'élément perturbateur arriver, et là, d'un coup, une simple réplique vint me dire « Eh mec, tu vas kiffer ce film ». Adapté d'un roman d'Andy Weir, Seul sur Mars avait déjà les bases pour avoir une direction optimiste, fun et légère. Parce que oui, cette fraîcheur de la part de Ridley Scott, c'est pas banal. Alors notre bon Mark Watney va trouver tout un tas d'astuces pour survivre sur une planète sans oxygène, glaciale au possible, et sur laquelle, du coup, rien ne pousse. Bonne chance ma gueule. Alors on pourrait foutrement flipper à la moindre embûche qu'il va rencontrer, mais tout ça est désamorcé par la bonne humeur ambiante. Ça se sent tellement qu'on se dit que rien ne peut lui arriver. Les moments de solitude de Mark sont entrecoupés avec la vie des équipes de scientifiques qui se démènent pour trouver rapidement une solution pour sauver leur homme disparu. Et ce sont ces passages qui nous rappellent vraiment qu'il y a urgence et que rien ne se passe à la cool, puisque chaque choix qu'ils vont faire va être capital, autant pour la mission que pour ce que sa mise en place va avoir comme impact sur la population. Les personnages sont attachants, aucun n'est manichéen, même celui qu'on pourrait qualifier comme étant le plus pourri d'entre eux, se révèle simplement être un chef qui tient à tenir son rôle. Visuellement, peu d'originalité. Le film est ce que j'aime appeler conforme. Quand la réalisation est réussie, mais sans plus. Par rapport à des projets très récents du type, on ne manquera pas de le comparer à Gravity ou Interstellar, qu'il ne surpasse pas en termes de qualité. J'avoue même avoir eu un peu de mal à reconnaître la patte de Ridley Scott. Mais cela n'ôte aucune qualité au film. Il est léger, simple et plein d'humour. C'est un choix, je le respecte, et je dois même dire que je n'ai pas boudé mon plaisir en le regardant. Je l'ai d'ailleurs vu plusieurs fois et je vous le recommande chaudement. Alors certains crient que le bouquin est meilleur et avec une fin différente et moins Hollywood. Je ne demande qu'à vous croire, mais là, c'est du film dont je vous parle. Petit fait amusant, ce n'est pas la première fois que Matt Damon se retrouve abandonné sur une planète déserte. Interstellar, film dans lequel on retrouve encore Jessica Chastain. Mais il y a aussi Mackenzie Davis qui a joué avec Miles Teller dans That Awkward Moment, qui lui-même a joué avec Kate Mara dans Les 4 Fantastiques, qui retrouve Mackenzie Davis dans Seul sur Mars. La boucle est bouclée. Aussi, Seul sur Mars est le premier film qui, depuis une vingtaine d'années, a eu un succès commercial de dingue. Puisqu'il faut dire que des films comme Planète Rouge, Mission to Mars, Ghost of Mars, John Carter, ont poussé Hollywood à penser que Mars était une planète maudite. Voilà la malédiction levée. Loki nous a parlé d'un film et aujourd'hui je suis particulièrement contente de ce que j'ai à vous présenter puisqu'il s'agit d'un bouquin. Je suis très livre et je l'ai toujours été. Je lis beaucoup moins qu'avant, mais j'ai eu des périodes où mon temps libre et mon temps de sommeil étaient exclusivement consacrés à la lecture. J'adore en parler, donc ça me fait plaisir de vous en présenter un. Un bouquin vraiment cool en plus pour le coup.
Entrons dans le vif du sujet et intéressons-nous au dernier livre de Philippe Claudel, De quelques amoureux des livres, édité par Finitude et sorti ce 5 novembre. L'auteur m'importe beaucoup, donc on va commencer par lui. Philippe Claudel a 53 ans et il est lorrain. Ouais, comme cette coloc, parce que rappelons-le, nous vivons à Nancy. Il est né en Lorraine, il a longtemps habité à Nancy et il vit toujours dans le coin. Il est connu pour plusieurs de ses romans, comme Les âmes grises paru en 2003, La petite fille de Monsieur Lynn en 2005 ou Le rapport de Brodeck en 2007. Il a aussi publié nombre de nouvelles, de poèmes ou de pièces de théâtre. Il est de plus reconnu pour son travail de scénariste et de réalisateur, avec par exemple l'adaptation de son propre livre Les âmes grises. S'il a eu des récompenses telles qu'un César pour son travail en tant que cinéaste, il n'est pas en reste niveau littérature, puisqu'il a entre autres été lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2007 pour Le rapport de Brodeck. C'est grâce à ça que la lectrice que je suis a eu connaissance de son travail. Tout naturellement, le roman qui gagne ce prix est lu l'année suivante par tous les lycéens de France. Je l'étais à cette époque, et j'ai donc acquis cette œuvre en même temps que mes fournitures scolaires. Ce fut un vrai coup de foudre. Un peu torturé, il est vrai, au vu du récit qu'il rapporte, mais un vrai beau coup de foudre quand même. C'est sans doute la lecture imposée qui m'a le plus marqué de toute ma scolarité. Par la force de son récit, sa façon subtile de traiter ces lourds sujets, et par son style si particulier. Depuis, j'ai cet auteur ancré dans mon cœur. Il est revenu me hanter cette année avec l'adaptation en BD du rapport de Brodeck par Manu Larsonnet, qui m'a encore une fois bouleversée. C'était un plaisir et je me laisse faire sans peine. Je pourrais vous parler des heures de ce roman et de cette BD, qui est une adaptation vraiment magistrale, mais je dois me contenir, c'est pas le sujet du jour. Je me contenterai de vous demander de lire le roman et ou la BD, mais genre vraiment, faites-le. Pour vous, vous verrez. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire, un mot pour Manu Larsonnet. Wow, faut le connaître lui aussi, je vous assure. C'est pas la joie non plus la plupart du temps, mais c'est sublime. Bon, tout ça au final, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre sans réfléchir. Je le guettais pas, je savais pas qu'il allait sortir, je l'ai vu sur le net et la couverture m'a attirée. J'ai vu le nom de l'auteur, et dans la semaine, il était en ma possession. Et j'ai eu raison, je regrette pas du tout. Donc déjà oui, l'objet en lui-même est sympa. C'est un petit livre en carton avec une couverture toute douce, mais elle est fort fragile aussi du coup, ça c'est dommage. Le titre prend toute la couverture et j'aime beaucoup son graphisme et sa typographie. Parce que tout à l'heure c'est la version courte du titre que je vous ai annoncé. En vrai le titre en entier c'est tout ça. De quelques amoureux des livres, de la littérature. De quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, qui aspiraient à devenir écrivains mais en furent empêchés par diverses raisons qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, à leur caractère, faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien encore au hasard qui de la vie fait son jouet et entre les mains duquel nous ne sommes que de menues créatures vulnérables et chagrines. C'est long quand même. Ouais. Ce titre est vachement beau et dramatique, ça ne m'a que plus intéressé. Après ça, la 4e de couverture m'achève vraiment, comme si c'était pas déjà assez. Il y a tant de raisons possibles pour qu'un livre ne voie jamais le jour, qu'il semble quasi miraculeux qu'un beau matin, quelqu'un ait pris la plume et soit parvenu à en écrire. Ça pose joliment le concept et je vais vous le détailler. On sait donc que le livre va nous raconter plein d'histoires. Des histoires de fail en gros, des auteurs qui n'ont pas été publiés avec leurs raisons et des auteurs qui ont été publiés avant que le destin ne worst. Le livre s'ouvre sur une très belle présentation de la nature des écrivains et sur la vanité qui ressort de leur travail. Philippe Claudel enchaîne en nous racontant l'histoire d'un auteur qui voulait exprimer tout ça dans un livre. Livre qui ne verra jamais le jour car son auteur s'est suicidé. On lira ensuite que c'est loin d'être le seul à avoir échoué dans sa tentative de rejoindre le cercle des littérateurs. Comme celui par exemple dont on peut lire l'histoire à la page suivante, ou celui de la page d'après, ou comme ceux de toutes les autres. Avec une nouvelle page par anecdote, on naviguera entre les 120 pages du livre d'échec en échec, avec parfois à peine plus d'une ligne par écrivain. Pour certaines, le contexte est hyper précis, et on pourra lire qu'un jeune auteur prometteur n'a eu le temps de faire lire son manuscrit à quiconque, parce qu'il l'imprimait pour la première fois dans son bureau au 42e étage d'une des tours jumelles, au matin du 11 septembre 2001. On se met vite à croire à l'existence de cet homme, à qui l'auteur donne un nom. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est tellement crédible qu'on est persuadé que si on ne nous le donne pas, c'est parce qu'on ne le connaît que trop bien, et qu'on fait appel à notre culture. Des fois c'est juste vrai, on retrouve le nom, ou alors on l'a déjà, et si on cherche, on trouve l'histoire en entier. Et des fois c'est seulement une jolie histoire fantasmée. Histoire, anecdote, récit, je trouve qu'il n'y a pas assez de synonyme du mot histoire. Du coup maintenant je pense que je vais utiliser des noms de légumes. Si la courgette du précédent jeune homme est un poil détaillée, certaines sont plus courtes comme je vous le disais, mais font parfois tout autant d'effet. Et celui qui souhaitait qu'on l'oublie, et qui fut comblé. Le style de Philippe Claudel est un délice, tout semble n'être qu'un recueil de poèmes en prose. Les phrases sont super longues, elles peuvent durer toute une page, comme le titre. Elles sont particulièrement rythmées et donc super mélodieuses. C'est super facile à lire et vraiment pas lourd selon moi. On n'a pas le temps de se lasser, on change de fenouil assez vite et le livre est assez court de toute façon. Certaines sont vraiment drôles, et à lire avec des gens dans la pièce à qui on peut les raconter, je vous assure que ça vaut le coup. Pour d'autres, on se contentera de réprouver, ou pas, un frisson d'émotion avant de passer à la page suivante, qui elle peut fort bien parler d'un Coréen qui peignait avec le sexe de ses amants dans le plus grand des calmes.
J'espère réussir à retranscrire au moins un tout petit peu ce que ça procure de lire ce livre. C'est hyper agréable de se laisser porter par d'aussi beaux mots, d'aussi belles betteraves qu'on prend habituellement pas la peine de raconter. Le faire enfin, et de cette façon, c'est admirable. Le livre se finit sur une note personnelle et super humble de la part de l'auteur, qui lui écrit et est publié mais n'est pas plus important que les autres. J'ai de plus noté avec le sourire qu'à la toute dernière page imprimée du livre, après les traditionnels du même auteur et de la même édition, il y a une dernière phrase écrite en petits caractères, sous la même forme que les autres radis, avec ce « et » en gras, qui elle aussi parle de l'auteur, et je peux pas résister à l'envie de vous la lire. Et cet auteur qui confie un livre au titre interminable à un éditeur bordelais qui le fit imprimer en octobre 2015 par l'imprimerie Floc à Mayenne, pour quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, etc., etc. Voilà en gros l'esprit de ce petit livre absolument merveilleux. J'aimerais vous en parler encore, vous le lire même, mais je vais vous laisser vous le procurer pour le découvrir à votre tour, en espérant qu'il vous plaira autant qu'à moi. Mais j'ai bon espoir. Bon, après tout ça, je vais laisser la parole à Jack. Bienvenue dans la nouvelle ère du jeu vidéo, où on claque du fric pour des jouets en plastique. En voyant le succès de Skylanders et le gros potentiel de PES qui traîne derrière, la plupart des grands éditeurs ont voulu sortir leur jeu utilisant la technologie NFC, Near Field Communication, ou en français Communication en champ proche, le CCP. Entre les Amiibo, Lego Dimension, Pokémon Rebel U ou encore le prometteur jeu français Prodigy, il y a 2 ans, Disney a voulu ajouter son grain de sel en sortant Disney Infinity, avec des personnages de films d'animation comme Réponse, L'étrange Journée de Monsieur Jack ou encore des films comme Pirates des Caraïbes. L'an dernier est sorti Disney Infinity 2.0 en dégainant la licence Marvel avec tous ses super-héros. Et cette année, c'est au tour de Star Wars d'être mis en avant dans la version 3.0 dont je vais vous parler aujourd'hui. Disney Infinity est un mix de plateforme aventure et de beat'em all. On dispose d'un socle avec des figurines qui permet de changer de personnage en plein jeu directement en changeant la figurine. Il y a donc un emplacement pour le personnage de chacun des 2 joueurs. La sauvegarde du héros est enregistrée dans la puce NFC de la figurine afin de reprendre son avancée avec son niveau et ses compétences quand on va jouer chez un ami. La plateforme bénéficie d'un 3e emplacement, destiné à un pack aventure. Le pack aventure, c'est une petite figurine qui permet de débloquer un mode choucroute dans un menu. Jack, c'est le nom d'un légume qu'il faut que tu utilises, pas celui d'un plat que t'aimes bien. Mais j'aime pas la choucroute. Oh, j'aime bien. Bah moi j'aime bien, mais que la viande qu'il y a dedans. Enfin bref. Ça c'est un pack aventure, et ça permet de débloquer un mode chou-fleur dans un univers donné. Dans le pack de démarrage, on va trouver les personnages d'Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano, ainsi que le pack aventure Twilight of the Republic. Il existe toute une tripotée d'autres personnages, 2 autres packs aventure déjà disponibles, Rise Against the Empire, toujours sur le thème de Star Wars, et un autre sur Vice Versa, qui est très orienté jeu de plateforme. Évidemment, un autre pack est à venir sur le très attendu Star Wars épisode 7, le réveil de la Force, avec 4 figurines dédiées. Le tout est bien sûr disponible à la vente séparément, histoire de s'en mettre plein les fouilles pour Disney et de vous faire vider votre compte épargne. Mais bon, les figurines sont super bonne qualité et en plus elles sont vachement cool. Princesse Leia, où sont cachés les rebelles? Jamais je ne parlerai. Je vais vous faire une démonstration de ma nouvelle arme. Oh non, pas cafetière natale, elle est détruite. Eh, vous voulez pas grandir un peu là? Non, jamais. Bon, revenons-en au jeu. Je vais surtout m'attarder sur les 2 packs aventures Star Wars qui sont déjà sortis. Le premier, Twilight of the Republic, nous plonge dans la guerre des clones, qui se situe entre l'épisode 2 et 3, plus précisément avant la fin de la saison 5 de la série Clone Wars. Série que je vous conseille fortement si vous aimez Star Wars. En compagnie d'Anakin, Ahsoka, Obi-Wan et Yoda, vous débarquez sur Geonosis, où vous devrez stopper l'armée du général Grievous, traverser sa fabrique de droïdes sur d'énormes tapis roulants, et vous finirez par mettre la main sur un droïde contenant des informations cryptées qui vous lanceront dans la suite de l'aventure à travers la galaxie. Cette quête vous emmènera sur Coruscant, la mégalopole galactique et son temple Jedi, ainsi que sur Tatooine, avec son désert et ses courses de podracers. Et pour finir sur Naboo, en compagnie de l'insupportable Jar Jar Binks, au cœur du palais de la reine et sa mythique salle de réacteur connue pour le combat contre Dark Maul à la fin de l'épisode 1. Les niveaux sont plutôt grands, et vous pourrez les parcourir plus d'une fois afin de réaliser tout un tas de quêtes annexes et de défis, voire même de les fouiller de fond en comble pour retrouver tous les holocrons Jedi qui débloquent des artworks dans les bonus du jeu, et tuer tous les Mynock afin de débloquer un super succès de farmer chinois. Chaque planète possède une zone spatiale où il faudra passer avant de pouvoir atterrir. Ces passages en vaisseau sont plutôt sympathiques, même si leur gameplay est très simpliste, mais profite grandement à l'immersion du jeu. Passons au 2e pack, Rise Against the Empire, qui vous fera revivre la trilogie originale en compagnie de Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca. L'aubergine est simplifiée afin que les 4 personnages soient toujours présents, et son déroulement se limite à Tatooine, Hoth et la lune Nordor, plus un niveau sur l'étoile noire. Les zones spatiales en orbite des planètes sont toujours présentes, mais là où dans les premiers packs les planètes étaient découpées en plusieurs maps avec des temps de chargement plutôt longs, le 2e pack propose une seule zone plus grande et plus ouverte. Les quêtes qui y sont proposées sont plus intéressantes, et il y a un système avec des crédits, la monnaie dans Star Wars, qui permettent d'acheter des bâtiments donnant accès à différents véhicules et montures dans les niveaux. La recherche des holocrons et des Mynock est toujours présente dans ce pack. Parlons maintenant du gameplay et surtout du système de combat qui a été développé par le studio Ninja Theory, à qui l'on doit notamment DMC, le dernier Devil May Cry en date. On a du coup un système de combat plutôt cool et dynamique, tout en restant simple.
Il y a plusieurs combos différents, et même la possibilité pour certains personnages de faire des combos aériens. Chaque personnage bénéficie de ses propres coups, et d'un pouvoir spécial qui peut avoir plusieurs variantes dans certains cas. Tous les personnages bénéficient d'attaques au corps à corps, mais ce n'est pas forcément le cas pour les attaques à distance. Du coup, pour les démunis de blaster, la touche réservée au tir est généralement remplacée par des attaques de type charge, afin d'arriver plus rapidement au corps à corps. Chaque personnage bénéficie de ses propres arbres de talent, qui sont au nombre de 4. Défensif, attaque au corps à corps, attaque à distance, et capacité spéciale. À chaque passage de niveau, on récupère des points de talent, que l'on distribue dans les compétences qui nous plaisent le plus. Les phases en vaisseau sont divisées en deux genres, du rail shooter pour les phases de course-poursuite, ou encore pour l'attaque de l'étoile de la mort. Le contrôle du véhicule est donc très automatisé et suit un schéma prédéfini. Vous ne pourrez vous contenter que des actions accélérer, ralentir et tirer. Les déplacements seront limités au chemin que suit la caméra. Le but est d'arriver au bout du niveau, en évitant les obstacles et les tirs ennemis, en descendant un maximum de vaisseaux et de tourelles. Le deuxième genre de gameplay en vaisseau est plus libre, même si vous ne pourrez pas faire de piqué pour vous déplacer sur l'axe vertical, ce qui est un peu frustrant, mais qui est parfaitement compréhensible pour que le jeu reste accessible au grand public et surtout pour les plus jeunes. Ces phases ne sont pas complètement abouties et comportent quelques bugs et défauts, mais Star Wars c'est quand même vachement plus cool quand on peut piloter un X-Wing ou le Millennium Falcon. Le mode de joueur est quant à lui purement coopératif, il y a quand même moyen de se tirer dans les pattes à cause d'un friendly fire inoffensif, et on peut aussi porter son copain et l'éjecter à grands coups de pompe dans le derrière, ce qui parfois donne du grand n'importe quoi. J'ai l'impression d'être un vrai pilote. Et même si le jeu souffre de peu de bugs, en mode de joueur, les véhicules planétaires ont tendance à faire n'importe quoi, et les phases en rail shooter n'ont pas d'écran splitté, ce qui est un peu galère pour passer avec les deux vaisseaux entre deux tuyaux au centre de l'étoile de la mort, surtout quand il n'y a pas de place pour les deux vaisseaux. Pour finir, je vais aborder rapidement la Toy Box, qui est la spécialité de la licence par rapport aux autres jeux du genre. Il s'agit de niveaux où l'on peut se déplacer librement quand on ne joue pas avec l'un des packs aventure. On peut y trouver plusieurs activités et y utiliser tous les personnages sortis depuis le premier jeu, là où contrairement aux aventures Star Wars, seuls les personnages de Star Wars sont utilisables, ou encore dans l'aventure vice versa, limité à l'utilisation des personnages du film. La Toybox est donc l'élément du jeu qui augmentera grandement la durée de vie, car le jeu bénéficie d'un éditeur de Toybox qui permet de créer ses propres niveaux et de les proposer aux autres joueurs à la façon d'un Little Big Planet. Le côté communautaire du jeu est plutôt bien foutu, et le studio qui le développe, Avalanche Software, fournit un suivi régulier. On peut leur proposer des Toybox créées maison, afin qu'elles soient mises en avant. Bref, de quoi jouer pendant encore pas mal de temps, même après avoir fini les aventures. En résumé, Disney Infinity 3.0 est un bon jeu. La réalisation est soignée, l'univers de Star Wars est plutôt bien retranscrit, surtout au niveau des décors et de l'ambiance sonore. Il est vrai que les thèmes musicaux sont pas toujours utilisés correctement. Quand t'arrives dans le temple Jedi et qu'il y a la musique du combat entre Anakin et Obi-Wan qui commence, c'est un peu dramatique et épique pour rien. Mais bon, chipote, ça arrive pas si souvent que ça. Sa cartoonisation permet d'ancrer facilement aux autres univers de Disney dans les Toybox. Le système de jeu est assez poussé pour que l'on puisse s'amuser quand on est un adulte, et en même temps assez simple pour qu'un enfant puisse le prendre en main. L'éditeur de niveau est un peu compliqué à maîtriser, mais ce n'est pas très gênant puisque l'édition d'un niveau dans tous les cas prendra beaucoup de temps. Le jeu prend vraiment de l'intérêt quand on joue avec un ami, et les modes multijoueurs en écran séparé sont vraiment une denrée rare de nos jours. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te jette. Ok. Enfin bref, c'est un sacré bon plus. Le jeu permet de faire découvrir l'univers de Star Wars aux plus jeunes, et surtout la trilogie originale, ce qui est plutôt une bonne stratégie à quelques mois de la sortie de l'épisode 7 au cinéma. Bref, le jeu ravira petits et grands, fans de Star Wars ou de Disney, ainsi que les collectionneurs de figurines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous a encore une fois présenté nos sujets de discussion à la coloc, avec nos livres, nos jeux et nos films préférés. En espérant que ça vous ait plu, on revient dans 2 semaines, le 1er décembre, pour vous parler de tout ça à nouveau. Je sais pas encore de qui je serai accompagnée, mais vous le saurez très vite. Et puis maintenant, vous avez vu tous les membres plus ou moins fixes de notre petite équipe. Bon, je pense qu'il est temps de vous embrasser tout fort, de vous dire à bientôt. Bye les gens. Bisous. Je vais venger Obi-Wan. Et je vais venger mon père que vous avez tué. Mais Luke, c'est moi ton père. Non mais non. Non. Un petit mot post-générique pour faire le point. Tout d'abord, on tenait à s'excuser pour le retard. On a un peu de mal à trouver notre rythme et à gérer les imprévus tels que le matos qui prend feu ou les caméras qui décèdent. Mais on persévère, on garde la fréquence prévue à la base. Une vidéo toutes les 2 semaines. Et puis là, s'il y a une semaine supplémentaire entre nos 2 émissions, c'est aussi à cause des récents événements parisiens. On avait communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux, mais ça nous tenait vraiment à cœur de dire quelque chose là-dessus en vidéo. Ça nous a beaucoup touchés et après ça, on a pris le temps de se retrouver et de se soucier de nos proches. On apporte tout notre courage et tout notre soutien aux familles des victimes et de l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt.